Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'History Club, le podcast qui vous raconte les petites histoires qui ont fait la grande. Dans cet épisode, chers auditeurs, on va parler meurtre, trahison et pouvoir. Bref, tout ce qu'on aime. Aujourd'hui, on va parler d'un des rois les plus redoutés du XVIe siècle. Il a fait trembler les papes, il a coupé des têtes et enfermé plein de gens. Et c'est lui qui a inspiré le célèbre personnage de Barbe Bleue. Je vous présente Henri VIII. Henri est né le 28 juin 1491 au palais de Placentia. C'est le troisième enfant du roi Henri VII et d'Élisabeth York. Le mariage du roi Henri VII sonne le glas de la guerre des Deux Roses et le couple fonde ensemble la dynastie des illustres Tudors. Henri n'est pas appelé à régner parce qu'il est le second fils du roi. Néanmoins, on ne néglige pas du tout son éducation. Le prince parle français et latin couramment. C'est aussi un grand sportif, il joue du luth et compose de la musique. D'ailleurs, je te laisse quelques instants pour écouter cette musique encore célèbre composée par le roi, Greensleeve. Le gars est cultivé, beau, élégant, valeureux, amateur d'art, sportif. Bref, en apparence, le prince parfait des contes de fées. Et il est même très versé dans la religion. En 1521, il rédige un article appelé « La défense de l'Église catholique contre Martin Luther ». Et ce sera salué par le pape Léon X. Il recevra même la récompense de défenseur de la foi. Et tout ça, c'est un peu ironique quand on connaît la suite de l'histoire. Revenons au petit Tudor. L'année de ses 9 ans, son frère Arthur décède. Un événement qui va changer le cours de sa vie et celle du peuple anglais. Arthur Tudor meurt à 15 ans de maladie alors qu'il vient d'épouser quelques semaines avant Catherine d'Aragon. La même année, la mère d'Henri, Élisabeth, décède en donnant naissance. Si on ne sait pas si la mort de son frère a touché le futur roi, la mort de sa mère l'a profondément bouleversé. Il va appeler plus tard une de ses filles Élisabeth en hommage, et quelque part, il cherchera toujours les qualités de sa mère chez les autres femmes, ce qui lui vaudra quelques catastrophes. Son père, Henri VII, déclare son second fils héritier du trône à la mort d'Arthur. Le roi Henri VII cherche un moyen de garder les relations diplomatiques entre les Royaumes-Unis et l'Espagne. Et oui, une alliance avait été conclue par le mariage entre Arthur et Catherine d'Aragon, mais maintenant qu'Arthur est mort, surtout qu'il n'y a pas d'héritier, les alliances, elles sont très fragiles. Alors que faire ? Henri VII a une idée lumineuse. Il propose au roi Ferdinand II, le père de Catherine, de faire tout simplement un transfert d'épouse. On connaissait le transfert au foot, là, c'est le transfert d'épouse. Catherine n'a qu'à épouser le prince, comme ça elle reste l'époux du roi d'Angleterre. La dynastie Tudor vient à peine de débuter, il faut faire très attention. Toutes les parties acceptent, il ne manque plus que l'accord du pape. Bah oui, comme ils sont beaux-frères et belles-sœurs à la base, c'est pas forcément ultra bien vu aux yeux des catholiques. Mais bon, avec un peu d'assistance et de l'argent, on peut arriver à tout. Le pape Jules II accorde la dispense au couple. Le 23 juin 1503, le couple se marie dans la chapelle de la reine de Greenwich. Et à ce moment-là, Henri, il a 12 ans, et Catherine, 17 et demi. Bon, ne vous inquiétez pas, il faudra attendre la majorité du roi pour qu'il soit vraiment marié. En attendant, Catherine, elle vit complètement recluse. Le 21 avril 1509, le roi Henri VII décède de la tuberculose. C'est le grand moment pour notre jeune prince, il va enfin accéder au trône. Deux ans plus tard, une nouvelle dame de compagnie arrive à la cour. Une certaine Anne Boleyn. Un autre visage du roi apparaît.
le visage d'un homme cruel, violent et égoïste. Après son couronnement, il ordonne l'exécution des 2 conseillers de son père. Il s'en prend à tous les seigneurs qui auraient un tant soit peu d'ambition. En fait, dès que tu contestes une décision du roi, t'es considéré comme traître et soit tu vas en prison, soit on te coupe la tête. Simple et efficace. Pour asseoir son pouvoir, Henri le sait, il lui faut un héritier. Problème, Catherine, si elle tombe enceinte très rapidement, elle fait une fausse couche. Puis un miracle arrive, alléluia, elle donne naissance à un petit garçon. Malheureusement, le petit garçon ne survivra pas plus de 7 semaines. Tout cela affaiblit la position de la reine et le roi n'en fait pas un secret, il accumule les conquêtes. Et puis, en février 1516, la petite Marie vient au monde. La future Marie Ire qui sera reine régente d'Angleterre et d'Irlande, mais ça, c'est une autre histoire. Comme je te l'ai raconté, cher auditeur, Henri VIII avait énormément de maîtresses. Et en 1520, il commence à fréquenter une certaine Marie Boleyn, une des dames de compagnie de sa femme. Il veut un garçon et il est désespéré que sa femme ne lui en donne pas. 2 ans plus tard, une nouvelle dame de compagnie arrive à la cour, une certaine Anne Boleyn. Si son nom ne vous est pas familier, un podcast lui est entièrement dédié, donc n'hésitez pas à aller l'écouter, on vous attend. Anne n'est pas la plus belle, mais c'est la dame la plus élégante et la plus sophistiquée de la cour. Elle aime être entourée d'hommes et n'hésite pas à jouer de son charme. Au bout d'un moment, le roi la remarque et commence à la courtiser. Mais Anne, c'est pas une femme comme les autres. Il est hors de question qu'elle soit simplement une maîtresse. Elle lui dira cette phrase qui reste dans les annales lorsqu'elle refuse les avances du roi. « J'implore sincèrement votre majesté de cesser, et ceci est ma réponse de bonne foi. Je préférerais perdre la vie que mon honnêteté. » Alors son honnêteté, ça se discute. On aurait plutôt l'ambition, si on voulait vraiment être honnête. Elle refuse les avances du roi pendant des mois jusqu'à ce qu'il propose de l'épouser. Elle l'accepte, mais elle comprend à ce moment-là que ce sera un mariage secret, puisque le roi, il est toujours marié. Et elle lui explique que ça peut pas marcher entre eux parce que tous les enfants qui sont nés hors vrai mariage, ils seront pas reconnus. Le roi est perdu. Il veut un fils plus que tout. Il est amoureux d'Anne, mais il respecte aussi son épouse. Et après des mois de réflexion, il va pas demander le divorce, mais l'annulation pure et simple de son premier mariage. L'annulation lui est refusée. Déjà parce que Catherine n'a rien fait de mal, que c'est une excellente catholique, et puis surtout, c'est la tante du puissant Charles Quint. Et le pape, il n'a pas envie de se mettre à dos Charles Quint. De longues discussions débutent alors pour savoir si la première union est valide ou pas, et ça va durer pendant des années. Henri en a marre. Il provoque une séparation entre la religion catholique et l'Église d'Angleterre. Après tout, c'est lui le roi. L'anglicanisme prend naissance et avec elle renie toute autorité du pape. En 1533, Anne Boleyn épouse enfin le roi. Catherine est envoyée dans un couvent où elle décédera 3 ans plus tard, et en 1534, l'acte de suprématie est voté par le Parlement. Le roi est alors le seul chef suprême sur terre de l'Église d'Angleterre. Et les impôts, qui étaient jusque-là versés à la pauvreté, elles rentrent désormais dans les caisses de l'État, et ça, c'est pas plus mal. Thomas More, ami et chancelier du roi, qui lui était attaché à l'unité de l'Église catholique, va compter parmi ceux qui vont faire les frais du schisme avec Rome. Il est arrêté et exécuté en 1535. Qu'on lui coupe la tête! Pendant cette période, Anne n'a toujours pas accouché d'un petit garçon. Elle a accouché d'Élisabeth, la future Élisabeth Ier, mais toujours pas le mâle en vue. La légende raconte que comme le roi ne voulait plus coucher avec elle, elle aurait demandé à son frère de la mettre enceinte. Le complot aurait été découvert et Anne fut exécutée en 1536 pour adultère et inceste. Qu'on lui coupe la tête! Henri VIII ne s'émeut absolument pas de la mort d'Anne, il l'a déjà remplacée et épouse sa 3e femme, Jane Seymour. Et elle lui donne enfin l'héritier tant attendu, le futur roi Édouard. Malheureusement, Jane meurt très rapidement et laisse au roi un énorme chagrin. Enfin, un énorme chagrin, tout est relatif.
Ce qu'il voit surtout, c'est qu'il doit la remplacer. Il fait alors confiance à son principal ministre, Thomas Cromwell. Thomas lui propose d'organiser un mariage arrangé avec Anne de Clèves. En 1540, le couple se marie, mais Henri VIII est déçu. Il ne trouve pas sa femme jolie, elle n'est pas vue d'esprit, et elle ne semble même pas intéressée par lui en fait. Elle échappe à la mort en acceptant simplement de rentrer chez elle. Elle va même recevoir plusieurs résidences. Par contre, Thomas Cromwell, lui, il est dans de sales draps. Le roi se sent trahi. Comment son ministre a osé lui proposer un mariage pareil? Ni une ni deux, Cromwell est accusé de trahison et on lui coupe la tête! Et tous les amis de Cromwell sont brûlés vifs. Voilà. Bon, avec tout ça, notre bon roi, il est de nouveau célibataire. Et oui, mais ne t'inquiète pas pour lui. Le jour de l'exécution de Thomas, il va épouser Catherine Howard. C'est pas un homme à être triste enfin. Et avec elle, c'est l'amour fou. Il l'a enfin trouvée. La seule, l'unique, the one. Il la surnomme même la rose sans épines. Si c'est pas mignon. Catherine a même une devise qui dit « Pas d'autre volonté que la sienne ». Oh, c'est beau. Elle est intelligente et cherche l'amitié de Marie Tudor, la première fille du roi. L'amitié aussi d'Anne de Clèves, bah oui, pourquoi pas rester en bon terme avec les ex. Hein. Mais haha! Un an plus tard, c'est plus tout à fait rose. En effet, il y a des rumeurs de tromperie. Elle aurait même eu des rapports sexuels avec des hommes avant le roi. T'imagines un peu la trahison? L'archevêque de Canterbury est chargé de l'enquête. Et mon Dieu! Le 2 novembre 1541, il remet une lettre au roi avec toutes les fautes de sa nouvelle épouse. Elle aurait eu une liaison avec un certain Henri Manox, qui était son prof de musique, et un certain Francis de Réham. Et le souci, c'est que de Réham, il a été nommé secrétaire personnel de la reine. Les preuves s'accumulent. La reine n'était pas vierge à son mariage. Scandale! Trahison! Alors, tu vas me dire, on coupe pas la tête aux gens comme ça. Bon, déjà, Henri VIII, il fait ce qu'il veut, mais effectivement, à ce moment-là, elle risque simplement une disgrâce et une annulation de mariage. Mais ce qui va mettre le roi hors de lui, c'est surtout une lettre qui est trouvée dans laquelle elle écrit à Thomas Cuppelper, l'un des chevaliers du roi. « Mon cœur se meurt en pensant que je ne peux pas être toujours avec toi. À toi jusqu'à la fin de mes jours. » Voilà. Tu te doutes de la suite, hein? Elle est envoyée en prison. Elle va y rester quand même 2 ans. Et le 13 février 1543, tu connais la chanson, on lui coupe la tête! Le roi se sent trahi, seul, malheureux. Mais bon, les affaires sont les affaires. C'est pas un mec qui peut rester célibataire. Il va donc épouser en 1543 Catherine Parr, sa 6e et dernière épouse. Une femme un peu plus âgée parce qu'elle a 31 ans et elle a rien à cacher parce que tout le monde est au courant, elle a déjà été 2 fois veuve. Et avec elle, la vie du roi s'apaise enfin, jusqu'à sa mort. Le roi Henri VIII décède le 28 janvier 1547 à 55 ans. Mais qu'en est-il de la dynastie des Tudors? Après sa mort, c'est son fils Édouard qui accède au trône sous le nom d'Édouard VI. Mais bon, c'est un enfant de 9 ans à peine. C'est donc Édouard Seymour, le frère de Jane, la 3e épouse du roi Henri VIII, qui est choisi pour devenir Lord protecteur du royaume jusqu'à la majorité de son neveu. Mais évidemment, tu t'en doutes, Édouard meurt à 15 ans, et évidemment, il n'a pas fait d'héritier. C'est donc Marie, la fille de la première épouse du roi Catherine d'Aragon, qui prend le pouvoir. Mais évidemment, elle n'a pas fait de gosse non plus. Et elle meurt, sinon c'est pas drôle. C'est donc à ce moment-là la fille d'Anne Boleyn, Élisabeth Ier, qui prend le relais. Évidemment, elle n'a pas d'enfant, et elle meurt aussi. Et du coup, à la mort d'Élisabeth, la dynastie des Tudors s'éteint au profit de la dynastie des Stuarts. Le règne d'Henri VIII reste l'un des chapitres les plus intrigants et tumultueux de l'histoire britannique. Son règne a été marqué par des bouleversements politiques, religieux et sociaux qui ont profondément façonné l'Angleterre moderne. À travers ses multiples mariages, ses conflits avec l'Église catholique romaine et ses réformes religieuses, Henri VIII a laissé un héritage complexe et controversé. Il reste l'un des rois qui a le plus marqué l'histoire et il ne cesse d'ailleurs d'être mis en scène dans divers films et séries. Je vous conseille le film 2 sœurs pour un roi
avec Scarlett Johansson et Nathalie Portman qui racontent l'histoire des deux sœurs Boleyn. Voici pour vous l'occasion de devenir la maîtresse du roi d'Angleterre. Vous pourriez ainsi obtenir pour notre famille des avantages inestimables. Ai-je le choix? Non. Ou encore tout récemment, Le jeu de la reine, une série avec Jude Law qui raconte le règne de la dernière reine. Nous sommes fiers de vous. Vous avez été une excellente régente. J'aurais aimé faire davantage. J'en suis certain. En tout cas, ce qui est certain, cher auditeur, c'est qu'en matière d'amour, fais bien attention à ne pas perdre la tête. C'était History Club. À bientôt.